On va parler de Volodymyr Zelensky. On se demande si c'était pas déjà fini. Est-ce que c'est déjà fini avec les Occidentaux? On sent en tout cas qu'il y a comme une pression de toutes parts pour pousser le président ukrainien à cesser le feu, peut-être même le pousser vers la sortie. Vous vous souvenez de la façon dont Volodymyr Zelensky parle de son homologue ukrainien? Eh bien, écoutez. Il est possible de négocier avec n'importe qui, mais en raison de son éligibilité, Zelensky n'a pas le droit de signer quoi que ce soit. Mais s'il veut participer aux négociations, je désignerai des personnes pour y prendre part. Voilà la façon dont Vladimir Poutine, bien évidemment, parle de son homologue ukrainien. On en parle avec nos invités, le général François Chauvency, consultant géopolitique LCI, Magali Barthès, notre éditorialiste qui est restée avec nous, et Catherine Gentil de Cadécode, qui nous a rejoint. Bonjour Catherine. Bonjour Magali. Et donc Jade qui est restée avec nous. Jade, vous allez tout nous expliquer parce qu'on a entendu donc le président russe, la façon dont il parle de son homologue. Le problème, c'est que visiblement les Américains parleraient à peu près de la même sorte. Est-ce que les Occidentaux sont en train de pousser Zelensky vers la sortie? Alors c'est ce que révèle l'émissaire américain choisi par Trump pour régler la question russo-ukrainienne. Les États-Unis, vous le voyez dans cet article, veulent que l'Ukraine organise des élections présidentielles. La plupart des pays démocratiques organisent des élections en temps de guerre. Je pense que c'est important. C'est ce qu'a déclaré justement Keith Kellogg, l'émissaire américain. Organiser de nouvelles élections en Ukraine pour remplacer Volodymyr Zelensky pourrait faire partie effectivement des gages pour obtenir un accord de paix. Le scénario que les diplomates américains mettent sur la table se déroulerait en fait en 3 temps. Négocier un cessez-le-feu, un simple cessez-le-feu, ensuite organiser de nouvelles élections et puis donner au nouveau président la responsabilité de trouver justement un compromis de paix sur le long terme avec Moscou. Alors pour le moment, Volodymyr Zelensky n'est pas contesté par sa population, donc ce n'est pas écrit qu'il ne soit pas réélu. Mais tout de même, la cote de popularité s'érode très clairement. Regardez ce tout dernier sondage. 52% des Ukrainiens gardent confiance en Zelensky. C'est 15 points de plus en un an. C'est quand même pas rien, sachant que dans le même temps, les successeurs commencent à taper à la porte. L'ex-président Petro Poroshenko qui multiplie les déplacements sur le terrain, le maire de Kiev Vitali Klitschko, l'ex-commandant des forces armées ukrainiennes Valery Zaloujny qui fait office de grand favori pour la population ukrainienne. Tout cela irait dans le sens d'un homme, Vladimir Poutine, qui considère Zelensky comme illégitime depuis mi-mai 2024. Pourquoi cette date? Eh bien tout simplement parce que depuis mai 2024, officiellement, le mandat de Zelensky a pris fin. Mais vu qu'il a mis en place une loi martiale dans le pays, aucune élection ne s'est tenue. Donc Zelensky est resté président. Mais pour Poutine, il n'a aucune valeur. Il dit même, alors il y a possiblement une part de mauvaise foi, mais il dit tout de même que si aucun accord n'a été trouvé, c'est parce qu'il se refuse de négocier avec Volodymyr Zelensky parce que pour lui, il n'est pas président. La tenue de nouvelles élections pourrait donc fait partie même des demandes de Vladimir Poutine. Problème, l'Occident irait dans ce cas-là dans le sens de Vladimir Poutine, jouerait donc à son propre jeu avec ses propres règles. Autre crainte, il faudrait pour organiser de nouvelles élections faire sauter la loi martiale et donc ça permettrait en quelque sorte aux soldats mobilisés en Ukraine de quitter l'Ukraine et ça mettrait le pays dans une fragilité très importante. Exact. Alors à cela s'ajoutent des révélations des services secrets russes qui confirmeraient donc cette volonté des Occidentaux de se débarrasser de Zelensky. Oui, c'est l'agence de presse TASS qui révèle ça et qui rejoint donc ce que dit Reuters, à savoir que l'Occident ne voudrait plus de Volodymyr Zelensky et préparait même pour cela une vaste campagne de diffamation contre lui. Le siège de l'OTAN élabore des plans pour une campagne de diffamation massive visant, vous le voyez, à saper la crédibilité de Zelensky. C'est selon TASS qui cite les services secrets russes. Donc attention, bien entendu, selon eux, le plan consisterait à révéler des informations selon lesquelles Volodymyr Zelensky aurait détourné 1,5 milliard de dollars de fonds destinés à la base à l'achat de munitions et aurait même détourné de l'aide destinée à plus de 100 000 soldats morts sur le front. Les faits ne sont absolument pas vérifiés, bien sûr. Mais il y a quand même cette petite musique qui résonne de plus en plus fort. L'Occident pourrait voir dans le départ de Zelensky la clé pour résoudre ce conflit. Je termine avec cette citation. Washington et Bruxelles semblent être d'accord sur le fait que le plus grand obstacle, c'est Zelensky, qui est à huis clos qualifié de poids mort à l'ouest. Poids mort à l'ouest. À quoi est-on en train d'assister, la Catherine? Ce qui est très troublant, Merci, ce qui est très troublant, évidemment, c'est que ce plan, quasiment point par point, reprend la théorie russe. Mais c'est ça. C'est-à-dire que ça fait plus d'1 an maintenant que Vladimir Poutine dit très régulièrement que Volodymyr Zelensky, de toute façon, n'est plus légitime parce qu'il aurait dû organiser des élections.
Comme lui l'a fait, Vladimir Poutine, a organisé des élections, donc il utilise toujours cet effet miroir. Mais là, le fait que ce soit les Occidentaux qui proposent, entre guillemets, ce plan, évidemment, on a l'impression qu'ils prennent fait et cause pour la Russie. Ouais. D'autre part, ce que nous expliquait Jade sur la campagne de diffamation sur la corruption, évidemment, ça va être un des points très forts qu'ont utilisé déjà les républicains américains dans la campagne présidentielle, où plusieurs représentants du parti donc de Donald Trump ne cessait de dire que c'était un régime corrompu, l'Ukraine, et que pourquoi on envoyait tellement de millions, de milliards de dollars dans ce pays où l'argent s'évaporait, y compris certaines armes. Certaines ont été retrouvées en Syrie d'ailleurs. Alors pas des grosses armes, pas nos Césars, pas ce genre de choses. Mais il y a vraiment une campagne qui est déjà partie des États-Unis sur ce pouvoir corrompu. Alors ça permettrait évidemment de tourner cette page, de trouver un autre leader, parce qu'effectivement, et on le comprend, Volodymyr Zelensky est quand même très fatigué, son image est écornée, mais il n'empêche, et puis faire un peu table rase de cette histoire de corruption aussi, mais il n'empêche quand même que ça donne l'impression que l'Occident, cette fois-ci, a décidé d'obtempérer à cette demande de Vladimir Poutine. Donc, c'est quand même pas un très bon signal pour les Ukrainiens. Donc, ça veut dire que Zelensky, dans la tête des Américains, c'est fini ? Bon, moi je suis un peu surpris de tout ce débat parce qu'en temps de guerre, pour l'instant, un chef, on ne le change pas comme ça. Alors c'est vrai que légalement, Zelensky n'est plus président, pas plus d'ailleurs que l'Assemblée, la Rada, n'est non plus légitime. Elle devrait aussi être réélue. Donc on est dans une forme de... Même si en temps de guerre, il y a la loi martiale qui s'applique. Voilà, donc actuellement, je dirais que la seule condition pour qu'on évoque d'ailleurs des élections, il faudrait effectivement qu'il y ait un cessez-le-feu. Parce que je vois mal pendant temps de guerre, même si ça peut être chose de faire, qu'il y ait des élections. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup trop de rapprochements avec, je dirais, des sources russes. Donc j'aurais quand même un gros soupçon sur la manipulation qu'il y a derrière. Alors effectivement, Zelensky... Sauf les déclarations de Keith Kellogg, de l'administration Trump, qui réclame des élections quand même. Mais quand même, je trouve que ça fait un peu lourd. Et puis quand même, on est dans une situation où effectivement Kellogg, il est là pour essayer de trouver des points d'accord. Mais on vient de passer Poutine, effectivement, qui finalement abonde ce projet. Bon, il y a un moment où, en temps de guerre, il y a des choses qui sont difficiles difficilement accepter. Alors maintenant, finalement, la conclusion serait que Trump a décidé que Poutine devait s'en sortir. Bon, je ne suis pas totalement convaincu. Surtout qu'il y a d'autres papiers actuellement qui sortent sur justement, depuis 2 jours d'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, sur finalement ce que demande Trump à Zelensky. Donnez-moi l'accès à toutes vos terres rares et je vous aiderai beaucoup. Revenir dans un deuxième temps. Donc si on met tout ça ensemble, on est encore dans le grand deal permanent de Trump. Donc je menace d'un côté, donc si Zelensky n'est pas souple, attention, voilà. Donc on est dans un grand deal, donc on ne connaît pas jusqu'à où on doit aller. On sait simplement que Trump n'a pas cessé de dire qu'il fallait la paix, d'une certaine mesure. Effectivement, on sent qu'il a peut-être un certain tropisme favorable à Poutine, d'une certaine manière. Maintenant, quitte à laisser tomber Zelensky, pourquoi pas. Mais il y a quand même les Européens. Alors, les Européens, dans cette affaire-là, effectivement, on ne les entend pas beaucoup. Non. D'abord, il me semble qu'il y a eu un grand conseil hier entre Européens, Otaniens et autres, dont on n'a pas beaucoup d'écho non plus, me semble-t-il. Donc, il y a le deal. Mais le fait est, et j'en conclurai là, c'est qu'on est dans la situation où il y a une saturation de la guerre de toute façon. Il y a une saturation de la guerre, il faut passer à autre chose. Maintenant, à quel prix ? Et c'est la vraie question. Donc, est-ce que la guerre va se terminer oui, tout le monde, visiblement, voudrait que la guerre se termine cette année. Est-ce que c'est un gros coup de pression, là, des Américains ? Mais je pense qu'il faut dissocier deux choses. Il faut dissocier... les déclarations, ce que l'on pense être le plan de Kellogg, parce que manifestement, déjà, il ne s'est pas exprimé, ce sont des sources dans son entourage qui donnent ces informations. Oui, c'est ça. Après, dans ce que l'on apprend là, moi je trouve que c'est intéressant parce que l'idée du cessez-le-feu, de toute manière, c'est ce vers quoi Donald Trump veut aboutir. Il veut que les armes se taisent. Après, l'idée de dire, une fois qu'il y a un cessez-le-feu, après il faut se mettre sur la table pour essayer de négocier un deal de long terme, une paix durable. Est-ce que demain, on imagine véritablement Poutine et Zelensky face à face en train de négocier ça ? D'après, en tous les cas, les informations qui remontent, les sources autour du général Kellogg, lui
manifestement pense qu'il faut redonner une légitimité au pouvoir ukrainien, qu'il n'y a pas eu d'élection. Donc à ce moment-là, on profite du cessez-le-feu, on réorganise des élections, on laisse les Ukrainiens choisir la direction que veut prendre le pays. Ça veut dire que ces élections, potentiellement, elles se joueraient justement sur quelle paix, quelle concession on est prêt à faire aux Russes. Et après, on négocie quelque chose de plus long terme. C'est autre chose que ce que dit TASS, c'est-à-dire les renseignements russes qui cherchent à décrédibiliser évidemment Zelensky, qui sont dans la même ligne en disant de toute manière Zelensky est corrompu et l'OTAN cherche à le lâcher, n'en veut plus. Bon, évidemment, tout ça sert le discours évidemment de Vladimir Poutine depuis le début, qui a une obsession, c'est changer le pouvoir à Kiev. Mais encore une fois, les informations autour de Kellogg, qui doit aller en Ukraine si vraiment les Américains essayent de pousser à ce qu'il y ait des élections, c'est aussi pour avoir de nouveaux interlocuteurs pour négocier une paix plus durable. Et ça peut être vraiment quelque chose qui est sur la table. C'est ça, un peu accéder à la demande des Russes pour que ce soit un peu plus concret. Parce qu'il va falloir faire revenir Poutine aussi à la table des négociations. Est-ce que ça peut être le moyen? On a aussi appris auprès de Reuters qu'apparemment, les Américains ont suspendu leur aide, leur livraison d'armes. Mais alors, quelques jours seulement, ça a été une interruption très brève et puis c'est revenu ce week-end. Oui, mais pourquoi? C'est quoi l'objectif? Parce qu'en fait, Donald Trump avait dit qu'on arrêtait toute aide à travers la planète et qu'il voulait se donner 90 jours pour faire un état des lieux précis et complet. Et il avait dit au début, sauf Israël et l'Égypte, qui sont évidemment ces deux alliés au Proche et au Moyen-Orient. Et vu la guerre qu'il y a en Israël, évidemment, Donald Trump soutenant à 100% Benjamin Netanyahou, qui d'ailleurs aujourd'hui est à Washington, évidemment. Mais concernant l'Ukraine, le signal aurait été tellement dévastateur, évidemment, si les Américains arrêtaient leur livraison à l'Ukraine, que très rapidement, on en est revenu à de meilleurs sentiments côté Trump pour les Ukrainiens. Mais de la même manière qu'il a dit au Mexique, je vais vous appliquer des tarifs douaniers. Finalement, il l'a pas fait. Oui, voilà. Donc en fait, quel que soit le pays, il agit de la même manière. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais là, ça aurait été quand même un signal évidemment dévastateur pour les Ukrainiens. C'est-à-dire que les Ukrainiens, d'ailleurs, c'est ce que disent les Russes à l'envi. Si demain les livraisons d'armes occidentales en général et américaines en particulier arrêtent d'arriver par flot continu en Ukraine, la guerre s'arrête. Alors je crois que les Russes disent en 48 heures, enfin en très peu de temps. Oui. Donc c'est pour ça qu'évidemment côté américain, en même temps, quelqu'un a dû dire à Donald Trump, c'est peut-être pas une très bonne idée quand même, ne serait-ce que pour l'image des États-Unis. Exactement. Et puis dans le même temps, donc il y a le deal qui est en cours, c'est-à-dire que Donald Trump dit d'accord, on va continuer à vous aider, mais on va négocier. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse sur vos terres, sur votre territoire. Ce sont ce qu'on appelle les terres rares, donc qui sont pourvoyeuses de titane, lithium, or, argent, des métaux essentiels pour l'industrie. Et donc Donald Trump est bien intéressé. Écoutez. Nous avons dit aux Ukrainiens qu'ils ont un certain nombre de terres de grande valeur. Et nous voulons une garantie par rapport à tout ce que nous avons investi là-bas. Nous voulons une garantie. Nous leur donnons de l'argent à l'appel, nous leur donnons de l'équipement. Et les Européens ne suivent pas ces investissements. Ils devraient payer au moins autant que nous. Nous avons un océan qui nous sépare de ce conflit. Eux, non. C'est plus important pour eux que ça ne l'est pour nous. Pourtant, ils payent beaucoup moins que nous. Donc nous sommes en train de réfléchir à un accord avec l'Ukraine afin de sécuriser ce que nous leur donnons grâce à ces terres de grande valeur et d'autres choses. Voilà, alors on rappelle que Donald Trump parle d'un pays en guerre et il en parle dans ces termes-là. Donc quel que soit le pays, quel que soit l'interlocuteur, c'est toujours la même chose avec Donald Trump, c'est d'abord l'argent et l'intérêt qu'il peut en tirer. Il fait un deal. Si vous avez évoqué le titane, c'est les Russes qui sont les principaux producteurs, sauf erreur de ma part, et on en a énormément besoin, notamment pour tout ce qui est aéronautique. Le lithium est un vrai sujet aujourd'hui. Il y en a énormément en Ukraine, et les États-Unis, ce n'est que 2% de leurs besoins qui sont assurés. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt économique très clair pour finalement rentabiliser l'investissement fait en Ukraine. On vous livre des armements, ce n'est pas gratuit, vous renvoyez l'ascenseur, on est dans du commerce, on fait du commerce. Et je vous avais dit il y a quelques mois déjà qu'avec Trump, il fallait jurer de rien, et que s'il y avait une affaire à faire, c'est ce qui passera avant tout le reste. Il a fait le coup dans d'autres endroits à son premier mandat. Donc effectivement, je suis contre un tel, je vous achète tant d'avions,
avions, c'est tant de milliards, maintenant on est amis, on fait un partenariat stratégique. Il fonctionne comme ça. Tant qu'on n'a pas compris que c'était comme ça qu'il fonctionnait, c'est ça géopolitique à lui. Géopolitique, c'est le dollar, voilà, et le business. Bon, une fois qu'on a compris ça, on a, à mon avis, bien décodé Trump, il nous en sortira d'autres, c'est-à-dire vous me donnez combien pour que je travaille avec vous. Bon, finalement, dans l'absolu, l'Ukraine a beaucoup bénéficié. Le retour, qui va reconstruire l'Ukraine, à quel prix ? Il faut se poser la question, d'où vont venir les 500 milliards et quelques d'euros dont on a besoin pour reconstruire l'Ukraine? Ça va être à fond perdu ou ça va être en échange de quelque chose? Finalement, Trump ne fait que remettre sur la table une réalité commerciale. Il y a des destructions, il y a des choses à faire. Tout n'est pas gratuit, on n'est pas une agence humanitaire. Donc on va travailler ensemble, mais ce sera du business. Mais d'ailleurs, Volodymyr Zelensky l'avait très bien compris. Là, on le voit quand il était venu à la Trump Tower pendant la campagne présidentielle, il le disait. Venez faire du business chez moi, vous en ferez plus qu'en allant en Russie. Mais c'était même les conseils que certains élus républicains pro-ukrainiens avaient donnés à Zelensky avant justement cette visite ou le coup de téléphone qu'il y a eu après l'élection de Trump, en disant... Pour parler à Trump et pour gagner le soutien sur l'Ukraine et le fait qu'il continue à vous livrer des armes, il faut lui parler son langage. C'est exactement ce que dit le général. Donc il faut lui parler, en effet, des Américains dans la reconstruction de l'Ukraine. Il faut lui parler terres rares. Il faut lui faire un donnant-donnant. Vous aidez, vous continuez à livrer, et en échange, ce sont les Américains en priorité qui auront justement des droits d'exploitation sur les terres rares, la reconstruction des 3/4 de l'Ukraine. Zelensky lui-même parle de ce deal et parle du fait de permettre aux Américains, en échange de leur aide actuelle sur l'armement, parle de laisser à Trump l'exploitation de certaines terres rares. Donc Zelensky a parfaitement compris les termes du deal. C'est pas vraiment une surprise, c'est quelque part presque une bonne nouvelle pour les Ukrainiens. Exactement. Parce que ça veut dire que Trump ne s'en lave pas les mains de ce conflit ukrainien et est prêt potentiellement à continuer à livrer des armes à l'Ukraine en échange de certaines concessions. Exactement, le salut de l'Ukraine pourrait peut-être venir de là. Le problème, c'est qu'il y a quand même certains gisements qui se trouvent en terre occupée ou qui sont menacés par l'avancée des Russes. Justement, le Kremlin a été interrogé sur ce deal potentiel. Écoutez Dmitri Peskov. En d'autres termes, il s'agit d'une proposition d'achat de l'aide, c'est-à-dire de ne pas continuer à la fournir gratuitement ou autrement, mais de la fournir sur une base commerciale. Il est préférable, bien sûr, de ne pas fournir d'aide du tout et de contribuer ainsi à la fin de ce conflit. Voilà, toujours le même credo, arrêtez d'aider l'Ukraine et vous verrez, la guerre sera terminée demain. Mais c'est vrai que les gisements là, qui sont en territoire occupé, Et oui, il va falloir aussi dealer avec les Russes. Il y a aussi un autre aspect, c'est que les Américains, avant la guerre, avaient acheté des milliers d'hectares de ces terres qui sont très riches, qui sont les premières terres concernant tout ce qui est céréales dans la planète. On en a suffisamment parlé justement pour réussir à les faire sortir du pays et nourrir le reste du monde. Donc les Américains, ils ont quand même un double intérêt. Ils ont ces terres agricoles et puis ils ont en effet le lithium, l'or, l'argent. Maintenant, ça va être peut-être une partie du deal justement avec la Russie. Est-ce que les Russes aussi, en échange d'un accord de paix, seraient d'accord pour laisser l'accès aux Américains concernant certaines richesses? Ce qui est fort probable, parce que ce que veut Vladimir Poutine, c'est discuter directement avec le président américain et faire un deal avec les Américains. Il n'y a pour l'instant, en gros, que Volodymyr Zelensky qui désespérément continue à dire, il l'a encore dit hier, je crois, il faudrait qu'on se retrouve autour de la table, les Américains et nous, les Russes et les Européens. Parce qu'à part Volodymyr Zelensky, il n'y a personne qui met en ce moment les Européens dans l'équation, sauf les Européens eux-mêmes. On sent que c'est quand même extrêmement fragile. Donc c'est en ce moment qu'on voit que les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place, mais on ne peut pas dire que ce soit en faveur des Ukrainiens, et c'est pour ça qu'en effet Volodymyr Zelensky insiste sur le fait que les Américains pourraient avoir accès à ces richesses s'ils continuaient à le soutenir.